Je vois qu'il y a des entreprises de taille, assez différentes. Je vois également que vous venez, d'horizons géographiques, différents avec, tailles, d'entreprises des équipes de collaborateurs, plus ou moins, importantes. Donc, c'est vrai qu'on a un panel, assez, large de votre activité. Aujourd'hui donc, ce que l'on vous propose, c'est de découvrir, un petit peu le panorama des aides publiques tel qu'il est à aujourd'hui. Donc, une vision dynamique. Il y a des choses qui ont existé par le passé. Aujourd'hui, on a une évolution vers des dispositifs qui sont de plus en plus restrictifs et qui se resserrent vers certains sujets. Et donc, pour ceux qui voudraient, prendre des informations, je vous précise que le support, s'il ne vous a pas déjà été envoyé, vous sera envoyé, puisque je l'ai transmis donc à Francesca, donc, vous pourrez y avoir accès assez facilement. Donc l'idée c'est que l'on puisse effectivement échanger sur cette thématique des aides publiques, à travers, d'abord les enveloppes de fonds qui sont disponibles à aujourd'hui, qui nous permettra de déterminer quels sont les interlocuteurs, quels sont les financeurs publics, les opérateurs sur les différents types d'aides qui peuvent être, sollicités, les différents dispositifs qui peuvent être mobilisés. Et puis, on ira un petit peu plus dans le détail de la réglementation pour que vous puissiez avoir des points de repère, relativement importants dans la mesure où, par rapport aux tailles d'entreprise, donc sauf erreur, il n'y a pas d'ETI parmi vous. C'est un avantage en ce qui concerne les aides publiques. Encore faut-il bien connaître les règles principales, je dirais, pour pouvoir répondre aux critères d'éligibilité. Et puis, le dernier point, c'est répondre aux attendus des financeurs publics qui vont être, très différents d'une région à l'autre, puisque enfin très différents. En tout cas, il y a des distinctions d'une région à une autre, puisque les régions n'ont pas forcément les mêmes enjeux, du point de vue des territoires. Vous avez des priorités, en termes de développement économique qui vont être différentes d'une région à l'autre et parfois sur des régions, limitrophes. Donc, je vous propose, de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par une, présentation de notre entreprise, donc, ABF Décision. Alors le programme du webinaire, hein, je voulais un peu présenter. ABF Décision, c'est une société de conseil qui existe depuis 20 ans. Elle a été fondée par 3 associés, Alexandre, Benoît, Frédéric, donc il y a, une vingtaine d'années à Tours. Ils sont toujours, dans l'opérationnel et aux commandes de l'entreprise et ils sont appuyés par un pool d'investisseurs, qui sont aussi nos partenaires. Donc on retrouve, notamment la banque d'investissement, du groupe, Crédit Mutuel CIC qui est Crédit Mutuel Equity et puis 3 caisses régionales du Crédit Agricole, sachant que ce sont des caisses limitrophes de notre siège qui se trouve à Tours. Et on a également 16 managers qui sont entrés au capital lors de la dernière levée de fonds, qui a eu lieu à l'été dernier. On a accompagné depuis l'origine 7 milliards d'euros de projets, donc exclusivement sur la thématique des aides publiques, hein. On ne fait pas autre chose, on ne fait pas du conseil sur une autre thématique. Notre sujet exclusif, ce sont les aides d'État. Et nous nous appuyons sur nos 120 collaborateurs qui sont maintenant 130 et qui seront probablement 150 en fin d'année, puisqu'on connaît un développement relativement fort dans la mesure où, ces collaborateurs entretiennent, une veille réglementaire, relativement, importante pour nous au quotidien, qui nous permet d'être au plus proche, des sorties de dispositifs notamment et des revirements, un petit peu des retours d'expérience que l'on peut avoir sur les différents dépôts que nous menons pour les entreprises que nous accompagnons. Et donc ces 130 collaborateurs désormais sont répartis dans nos 8 bureaux. En général, vous avez un bureau, ABF dans chaque, région, où vous êtes, situés. Et petit point, que vous verrez en bas à droite de l'écran, donc notre, forte croissance est accompagnée, par, l'accélérateur, PME de la BPI, que nous avons intégré à l'été dernier, donc, après notre 2e levée de fonds. Alors on va passer, un peu, en revue les financeurs, les opérateurs publics. Vous allez, avoir, différentes strates, au niveau des financeurs publics et des opérateurs.
Vous avez, tout en bas, aux fondations, donc les aides territoriales. Il faut savoir que depuis la loi NOTRe de 2015, en fait, le développement économique est la prérogative des régions. Ce sont donc les régions qui sont concernées au premier chef et qui vont éditer des dispositifs pour pouvoir dispenser du soutien public selon les priorités qu'elles auront déterminées. Donc on retrouve ici l'ensemble des régions françaises et l'ensemble de ces régions françaises, donc je vous le disais tout à l'heure, va avoir des priorités différentes, selon, eh bien le stade de développement économique de certaines thématiques en local. On va appuyer, en général surtout, les PME. On le verra parmi les dispositifs, on a effectivement des PME qui seront plus aidées que les ETI. Donc le financement public, le soutien va être orienté vers ces PME, et en règle générale, dans les principales régions, on le verra aussi un peu plus loin, mais les orientations, c'est pour avoir une Europe plus verte, plus intelligente, développer la transformation, enfin poursuivre la transformation, numérique, et puis avoir, des territoires sur lesquels on a une bonne cohésion sociale. Vous avez ensuite, au premier étage, l'ensemble des aides nationales. Certains d'entre vous connaissent peut-être France Relance, qui est le programme d'État qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminé plutôt, à l'été 2022, avec, 100 000 000 € qui ont été mis sur la table. C'était assez inédit. On retrouve aujourd'hui un programme France 2030 qui prend le relais, doté de 50 000 000 €. France Relance était expressément, mis en place pour pouvoir répondre aux problématiques de la crise sanitaire et de la possibilité de redémarrer avec, un développement, qui soit durable pour l'ensemble des entreprises françaises. Il y a donc eu des dispositifs assez avantageux à ce moment-là. Je ne vais pas dire qu'on en est revenu, mais on a quand même des dispositifs sur France 2030 qui vont être, complètement orientés vers, les principaux sujets que sont la décarbonation de l'industrie et également, les thématiques de l'innovation et de la structuration de filières en lien avec l'innovation. Donc on va avoir, une enveloppe qui est 2 fois moins importante pour la programmation à venir, mais qui va être aussi beaucoup plus sélective dans l'ensemble des dispositifs qui paraissent, à aujourd'hui en tout cas. Donc ces 2 programmes, vous en avez au milieu qui s'appelle, le plan d'investissement d'avenir. C'est sa 4e version. Il est passé du simple au double entre la version 3 et la version 4. Il compte désormais 20 000 000 € et en fait, quand je parle de 50 000 000 € de France 2030, c'est qu'en fait, France 2030 était, doté de 30 000 000 € au démarrage et le plan, d'investissement d'avenir dans sa 4e version a été intégré en fait à France 2030. On parle donc désormais d'une seule et même enveloppe de 50 000 000 €. Vous allez retrouver, pour les aides nationales, l'ensemble des financeurs et opérateurs publics que sont donc parmi les plus connus, BPIFrance pour l'ensemble des sujets, notamment en lien avec la recherche et développement et l'innovation, et également l'ADEME pour l'ensemble des sujets de transition environnementale. Mais vous voyez qu'ici, vous avez une myriade, de financeurs et d'opérateurs, qui viennent, également dispenser le soutien public. Vous avez parmi, ces agences, les agences de l'eau, donc qui s'occupent des 7 bassins, français. Vous avez l'agence bio, et FranceAgriMer pour les sujets de l'industrie agroalimentaire. Vous avez, l'agence des services de paiement qui est une émanation de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez la CARSAT que vous connaissez peut-être, qui travaille notamment sur, l'amélioration des conditions de travail et le bien-être au travail. On parlait tout à l'heure, avec Yann, de l'AGFIP, donc pour les travailleurs, qui présentent un handicap et là, en fait, la CARSAT, ça va être pour, simplement, être dans la prévention, de certaines affections, liées, au travail. Vous avez l'Agence nationale du sport, la Banque des territoires, l'ARS, enfin vous en avez, bien d'autres qui ne sont pas forcément mentionnés ici, mais qui, sont aussi des interlocuteurs à aller chercher, lorsque vous avez un projet, sachant qu'ils ont aussi des dotations. Et puis vous avez le 2e étage, au niveau des aides européennes, où on va retrouver donc, des aides directes de l'Europe. Donc ce sont toutes celles que vous voyez ici, notamment le programme Horizon Europe. Pour les industries culturelles créatives, on a également Creative Europe. On a l'Innovation Fund aussi pour, des projets, très disruptifs.
Et vous avez des aides indirectes qui sont les fonds européens structurels d'investissement. Donc, je laisse ce point de côté, on le verra un tout petit peu plus tard dans la présentation. Donc, vous avez à la fois des aides directes et indirectes en Europe. On va retrouver ici une cartographie des fonds. Alors, il faut savoir que en termes d'aide publique, vous avez des enveloppes de fonds. Pour aller piocher dans ces enveloppes de fonds, eh bien, c'est très réglementaire, hein. Il faut faire référence à des régimes dérogatoires, puisqu'à la base, toute aide publique est interdite en Europe. Tout simplement parce qu'elle crée des distorsions dans la concurrence. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller piocher dans ces enveloppes de fonds en utilisant des régimes dérogatoires qui vont permettre le soutien public, qui normalement est interdit, pour pouvoir appuyer la politique économique, notamment les différentes direction que prend l'Europe du point de vue du développement économique. Vous avez 3 silos représentés ici. Sur celui de gauche, donc le gris, vous avez le logo de l'Europe. Vous avez les aides directes qui représentent 1 835 milliards d'euros pour la programmation 2021-2027, alors qui a démarré avec retard, hein. En fait, on parle de la programmation 2021-2027, mais elle intervient surtout depuis le début de l'année, puisque évidemment, il y a eu la crise sanitaire qui a retardé la mise en place de cette programmation. Donc, de ce fait-là, un certain nombre d'éléments, il y a également eu le Brexit. Donc ces éléments ont retardé la mise en place de ces enveloppes de fonds. Et vous avez donc dans les 4 carrés que vous trouvez un peu plus bas, les enveloppes des fonds européens structurels d'investissement, les fameux FESI dont je vous parlais précédemment, dont vous serez surtout concernés par le FEDER, hein. On en parlait également avec Yann tout à l'heure sur une aide FEDER. En fait, c'est une aide, un dispositif qui se base sur les fonds FEDER, donc financés sur cette enveloppe. 9 milliards d'euros mis à disposition sur la programmation 2021-2027, donc 2023-2027, puisqu'elle a démarré avec du retard. Et en fait, il faut savoir que pour ces fonds européens structurels d'investissement, donc FEDER, FEADER, FSE+, et FEAMPA, en fait, ce sont les régions qui vont opérer ces enveloppes de fonds. Ce sont elles qui sont les opératrices, donc elles vont toujours devoir se référer au même cadre réglementaire européen et utiliser les mêmes régimes dérogatoires, quelle que soit l'échelle, en fait, du guichet que vous allez chercher. On en revient toujours à la même chose, il y a une règle, des régimes dérogatoires, des critères à respecter. Donc c'est extrêmement réglementé, mais dès lors que, effectivement le projet correspond et la taille de l'entreprise, son implantation, correspondent aux critères d'éligibilité, eh bien, il n'y a pas de raison pour que l'aide ne soit pas dispensée. Donc les régions dispensent notamment les fonds FEDER, et on dispose de leur propre dotation. Donc c'est le silo que vous avez à droite, les régions et intercommunalités, où vous avez en moyenne par an 8 à 9 milliards d'euros disponibles auprès des entreprises. Donc pas uniquement les PME, mais les PME sont un peu favorisées en général dans les dispositifs régionaux. Et puis vous avez donc comme cadre comment dire, de priorité du point de vue territorial, un document qui est le schéma régional de développement économique lié à l'innovation et à l'internationalisation. Et puis également complété de plans régionaux sur différentes thématiques. Donc ces schémas régionaux, en fait, vont donner les principales directives, et à partir de là, les dispositifs seront édités en lien avec un document de mise en œuvre qu'on appelle le DOMO, et un programme opérationnel donc qui découle de ce schéma régional. Au milieu, vous allez retrouver l'ensemble des programmes de l'État. Donc je vous disais tout à l'heure, France 2030 a pris le relais effectivement sur le plan France Relance, qui a été relativement court en durée, mais qui a été aussi extrêmement bien doté. Donc il faut savoir que sur ces 100 milliards d'euros, vous aviez 60 milliards d'euros de l'État français et 40 milliards d'euros qui venaient de l'Europe. C'est depuis ce moment-là que l'Europe a demandé à ce qu'il y ait de plus en plus, qu'il soit tenu compte de plus en plus, en fait, de la transition environnementale dans l'ensemble des dispositifs que vous voyez paraître. Et c'est ce qui fait aussi
que lorsque la région a à choisir entre 2 candidats dont, les dossiers sont, je dirais équivalents ou, qui candidatent en fait au même dispositif, eh bien s'il faut n'en retenir qu'un des 2, ce sera celui qui aura déjà entamé sa transition environnementale, puisque c'est un point, d'honneur que met l'Europe, proposer du soutien public. Donc sur ce plan France Relance, je vous disais le relais a été pris par France 2030, on l'a vu tout à l'heure, qui intègre les 20 milliards d'euros du plan d'investissement d'avenir. Donc là, on met clairement l'accent sur la décarbonation, notamment de l'industrie, pour pouvoir tenir les objectifs donc de décarbonation à horizon 2030, mais également donc de la structuration de filières, de l'innovation, qui permettent de structurer certaines filières sur le plan d'investissement d'avenir, donc la programmation étant sur 5 ans pour celui-ci, enfin sur 4 ans, désormais sur même 2 ans seulement. La prérogative de Pauline, l'État, oui, j'aurais juste une question. bien Est-ce sûr. que cela veut dire que si on veut profiter de ces financements, il faut mettre en avant, bien évidemment, les aspects décarbonation, transition énergétique du projet, que ce soit des machines plus économes ou un bâtiment plus performant? C'est tout à fait cela. On va le voir un petit peu plus loin dans la présentation. Il y a des thématiques principales qui ressortent de ces différents plans, et des schémas régionaux notamment. Et donc on va voir un petit peu plus loin dans la présentation quelles sont les thématiques qui sont accompagnées. Mais en effet, de toute façon, toute entreprise qui aujourd'hui n'aurait pas entamé sa transition environnementale, c'est assez délicat d'aller demander du soutien public pour elle. Donc je reviens, sur la présentation, à la fiscalité. Donc les aides fiscales sont la prérogative de l'État et représentent un peu plus de 6 milliards d'euros par an. On y retrouve le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt, innovation étant réservé aux PME, le statut de jeune entreprise innovante qu'on peut demander dans les 8 ans de la création de l'entreprise, et puis différents régimes, comme, différents régimes ou d'autres crédits d'impôt du reste, hein, sur les entreprises qui créent des jeux vidéo, sur les métiers d'art et cetera et cetera. Donc l'ensemble, de ces programmes en France, je vous le disais tout à l'heure, sont instillés dans les différentes agences d'État que l'on retrouve ici et on voit bien qu'il y a des dotations importantes en ce qui concerne BPI France et l'ADEME notamment. Alors BPI France, a une dotation, très importante, mais sur l'ADEME, en fait, le budget a été, triplé depuis l'année dernière. Donc les équipes de l'ADEME ont été renforcées en conséquence. Cela étant, on voit de plus en plus dans les dispositifs de l'ADEME comme de la BPI, une présélection des dossiers, c'est-à-dire, un passage en revue, des différents dossiers qui sont déposés. La phase dure en général, 1 mois et cette phase va, consister à éliminer tous les dossiers qui ne rentrent pas dans le cadre. Donc il faut s'attendre à une sélection beaucoup plus importante que pour la programmation, France Relance, qui était bien plus dispendieuse et sur un temps, très court, en comparaison de France 2030. N'hésitez pas à poser des questions en cours de route, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez à tout moment m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous souhaitez, apporter, des précisions, demander des précisions et apporter peut-être, votre propre expérience. Alors, nous avons opéré une cartographie un peu différente pour vous montrer, et j'espère que ça transparaît suffisamment, notamment avec le curseur de droite. Donc on le disait, France Relance, c'est terminé. On arrive aux dernières enveloppes, mais qui sont, déjà, engagées sur des projets, donc qui vont être débloqués, par rapport aux notifications, déjà octroyées. Vous avez, cela étant, plusieurs enveloppes qui n'en sont qu'à leur démarrage, notamment donc le plan d'investissement d'avenir dans sa 4e version, France 2030, donc c'est la fameuse enveloppe, sur les curseurs 2 et 3 des 50 milliards d'euros. Vous avez les contrats projets État-région également qui représentent une dotation non négligeable avec près de 9 milliards d'euros et puis donc, différentes aides territoriales au sein des régions et sans oublier l'Union européenne sur lesquelles vous pouvez avoir aussi des dispositifs relativement intéressants, en fonction de vos projets. En tout cas,
Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les enveloppes s'ouvrent au même moment, c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut aller chercher des aides. Sur les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent, vous avez une feuille de route avec des investissements. L'idée, c'est de ne pas forcément se limiter à l'année qui vient, mais pouvoir justement, engager, sur 2 ou 3 ans, les dépenses que vous avez à réaliser. Alors nous avons ici, pour, le FEDER dont on parlait tout à l'heure, donc les fonds, européens structurels d'investissement, dont le FEDER, qui est dispensé par les régions. Donc vous voyez ici que chaque région a ses propres priorités et dotée d'une enveloppe, différente. Cette différence s'explique par, souvent, la nécessité d'avoir un soutien économique plus appuyé dans certaines régions plutôt que d'autres. Vous avez notamment, vous voyez ici la région des Hauts-de-France où vous avez, une dotation significative, de plus d'1,3 milliard, alors que par exemple en Île-de-France, on est plus proche des 400 millions d'euros. En Grand Est, on a également une dotation significative, de même que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce sont les régions, les mieux dotées en règle générale avec, l'Occitanie et puis, également la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on a le top 5 à peu près, le top 5-6, des régions les mieux dotées, mais ce qui signifie aussi qu'elles ont, une marche à rattraper entre guillemets en termes de développement économique. Et donc, vous voyez, selon les régions, on retombe un petit peu sur les mêmes sujets, même si on n'a pas forcément les mêmes dotations. On va avoir, l'appui à l'innovation, la recherche, la compétitivité. On va avoir, des dotations pour, permettre d'avoir une Europe qui soit mieux-disante du point de vue environnemental. On a la valorisation des sites touristiques, du patrimoine naturel et du patrimoine tout court dans certains secteurs comme en Normandie. Et puis on a, l'Europe plus sociale également ou plus proche des citoyens qui revient, ainsi que la transition juste dans un certain nombre de régions. Donc on voit qu'on a quand même des liens entre, les différentes échelles, européennes, nationales et puis au niveau régional également. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des projets, qui sont à accompagner. Donc on va rester dans un cadre général avec des grandes thématiques et quelques exemples concrets, que j'ajouterai. Dans l'ensemble des dispositifs, en fait, on va retrouver 6 grandes thématiques sur les dispositifs de France 2030. Vous voyez ici que la décarbonation, les énergies renouvelables, sont les 2 plus fortes dotations. Donc en tout, on a 5 milliards d'euros sur la décarbonation, donc tous secteurs confondus et 2 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. Et alors ces 2 thématiques, qui sont déjà extrêmement, présentes, dans les thématiques, accompagnées, vont l'être de plus en plus, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment coller aux objectifs de décarbonation à horizon 2030 notamment et d'accélérer sur cette décarbonation. L'accélération, c'est une thématique que vous retrouverez beaucoup. On parle de différentes stratégies d'accélération France 2030, il y en a une dizaine d'objectifs et donc parmi les principales que vous retrouvez ici, vous avez la décarbonation et les énergies renouvelables. Et quand vous dites décarbonation, c'est aussi changement des process de fabrication ou éco-conception des produits. Absolument, c'est la décarbonation au sens large. Donc là, on va voir un petit peu dans le détail ce qu'implique la transition écologique. La première clé d'entrée que vous aurez, donc dans les thématiques de projet pour, les acteurs privés que vous êtes, vous avez la recherche et développement et l'innovation. Donc, l'innovation, c'est la même chose que pour la transition environnementale ou la décarbonation. On l'entend au sens large, c'est-à-dire sur les produits, les services et les procédés. Elles sont, en général précédées d'études de faisabilité, mais tout comme dans la transition environnementale du reste. Vous avez, des itérations en général, donc on revient plusieurs fois sur le même process pour pouvoir, l'améliorer. Vous avez du prototypage et puis, jusqu'à l'industrialisation du prototype. Donc vous avez parfois des passages par plusieurs maquettes avant de pouvoir arriver, au bon prototype et ensuite une fois qu'on a le bon prototype, il y a des tests qui sont faits en conditions, réelles, je dirais, au-delà des conditions, de laboratoire et puis vous avez l'industrialisation qui intervient après. Donc toutes ces thématiques de recherche et développement et d'innovation sont la clé d'entrée, l'une des 2 clés d'entrée majeures, dans le soutien public. Vous avez en deuxième point l'investissement productif. Donc là, ce qui peut intéresser un certain nombre d'entre vous d'après les thématiques qui sont ressorties, du tour de table. On retrouve dans ces investissements productifs, un certain nombre, enfin tout ce qui tourne en fait autour de la chaîne de production. Donc vous aurez la modernisation, la robotisation,
pouvoir faire évoluer des procédés de production. Ça peut être en lien effectivement avec, un produit qui soit mieux éco-conçu, pourquoi pas, ou qui intègre une part de matériaux, recyclés, pourquoi pas, également. Et puis il faut que ce soit toujours, en tout cas un projet qui soit structurant pour l'entreprise. Donc en général, on ne va pas juste accompagner un investissement matériel, parce que l'entreprise investit dans du matériel. Si elle renouvelle par exemple du matériel, ça ne fonctionne pas. Par contre, si elle vient moderniser véritablement son outil de production qui est vieillissant, qui, présente, qui est très enfin qui va consommer énormément d'énergie, qui va également être peu maniable, par les collaborateurs. Dans ces cas-là, on a un sujet, d'investissement productif qui soit structurant pour l'entreprise et c'est encore mieux s'il est éventuellement accompagné de recrutement ou de formation. Donc sur ces investissements productifs, il faut toujours que ce soit envisagé dans le cadre de la vision stratégique du dirigeant et que ce soit véritablement structurant pour l'entreprise, voire pour le territoire, ou encore mieux pour la filière. Alors l'export, je le mets de côté parce qu'on retrouve, principalement les aides de la BPI et je n'ai pas d'idée, vous pouvez peut-être me dire à votre niveau ce que s'il y a des entreprises qui sont concernées par l'export. Parmi vous. J'ai surtout entendu comment dire? Du rayonnement local chez certains. Alors, Est-ce que nous avons quelques adhérents qui font effectivement des projets à l'export, mais très peu. très peu? Donc, je pense que D'accord. ce n'est pas la peine de vous appesantir Voilà, sur je le pense que sujet. ça fait pas partie des thématiques principales, mais ça fait partie des thématiques, qui peuvent être, porteuses également. On trouve essentiellement les aides de la BPI, mais parfois en région, on peut avoir de belles aides également. Et puis alors le fil rouge de ces 3 familles dont, la plus importante, la recherche et développement et l'innovation, ça va être la transition écologique. Donc on retrouve toutes les thématiques de transition environnementale, notamment depuis le plan de relance, depuis que l'Europe a cofinancé le plan de relance, français à hauteur de 40, mais comme elle l'a fait pour tous les autres États membres, hein, du reste. Eh bien, l'idée, c'est de ne créer aucun dommage, à l'environnement lorsqu'on installe, par exemple, un nouveau site, et qu'on puisse avoir, dans, les projets qui sont présentés, une mieux-disance environnementale, soit par l'éco-conception, soit par la revalorisation des déchets et également, sur toutes les thématiques de sobriété énergétique, de consommation d'eau et de décarbonation au sens général. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Pour les uns ou pour les autres? N'hésitez pas, hein, sur le fil de discussion, je ne l'ai pas forcément, toujours, Excusez-moi, si moi j'avais peut-être une question là, sur l'export, parce que nous aujourd'hui on n'en fait pas, mais c'est, enfin bon, c'est peut-être quelque chose qu'on fera, mais peut-être pas tout de suite, vous voyez, dans un an ou deux, mais c'est lié dans un projet plus global, quoi. Donc à quel moment faut-il faire les demandes d'aide? C'est au moment où on est prêt à exporter ou un peu en amont, et bien sûr elles sont activables quand il y a la réalité de la chose, quoi, mais. C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Alors, je vais, avancer un petit peu, enfin, je vais vous en dire plus dans la suite de la présentation, mais effectivement, il y a un caractère incitatif à l'aide publique, qui fait que pour, les PME notamment, alors le soutien public, forcément a un caractère incitatif, hein, pour les TPE, les PME. Cela dit, il faut quand même ne pas avoir signé de devis, ne pas s'être engagé contractuellement dans le projet pour pouvoir bénéficier du soutien public. Je vous donne un exemple concret. Moi, je suis allée voir, donc, grâce à l'un de nos partenaires, puisque c'est notre mode, exclusif d'entrée en relation, donc un partenaire bancaire qui, nous a fait intervenir auprès de l'un de ses clients. Il découvre un projet, donc d'investissement matériel pour une entreprise de mécanique de précision. Il y en avait quand même pour, 2 millions d'euros d'investissement matériel, pour pouvoir aller chercher de nouveaux marchés, pour pouvoir, améliorer la circulation et les conditions de travail des collaborateurs. Sauf que, bah, les bons de commande, ont été signés en fait entre le moment où le banquier est passé et le moment où j'ai fait, mon diagnostic auprès de cette entreprise, eh bien, 4 bons de commande avaient été signés avec versement d'acompte.
Donc là, autant vous dire que bon, c'est un peu délicat parce que comment dire, le client de la banque en question n'avait pas à l'esprit que ce caractère incitatif. Notre partenaire l'a pas forcément rappelé parce que pour lui, les projets n'étaient pas aussi pressants que ceux-ci. Mais pour pouvoir commander ces machines en temps et en heure, de toute façon, il était obligé de se positionner très rapidement. Donc en l'occurrence, voilà, c'est un peu délicat dans ce genre de situation parce que comment dire, le caractère incitatif de l'aide est complètement, enfin, n'est pas du tout rempli. Donc de ce fait, vous risquez, si vous vous engagez avant d'avoir déposé le dossier, j'insiste bien avant d'avoir déposé, il faut bien lire les cahiers des charges des dispositifs, parce que tantôt on fait référence à une date de relève, parce que vous avez des dispositifs où vous avez une première relève, par exemple, au 15 juin et puis une seconde relève, au 30 septembre. Eh bien, il faut avoir, fait sa demande, par exemple, il faut avoir déposé si vous faites une demande le 10 juin, c'est la date de relève qui va compter et non pas votre date de demande. Donc si vous commandez le matériel le 11, vous risquez d'être requalifié. La demande risque d'être, retoquée. Alors que si vous faites la demande le 16 et que vous avez déposé pour la date de relève qui se termine au 15, vous allez pouvoir commander dès le 16. Donc ça n'est pas le Dans tous les cas, il faut vraiment faire attention à ces critères. Il y a effectivement une question de date, mais sur le principe, c'est vous déposez vos demandes d'aide avant d'avoir passé la commande. Ce qui ne vous empêche pas de discuter avec votre prestataire je dirais des conditions générales de service ou de la machine, mais surtout, vous ne signez rien avant d'avoir déposé votre demande d'aide. Voilà, surtout pas d'acompte et surtout pas de versement. En cas de contrôle, s'il y a eu un acompte de versé, vous risquez de vous faire, reprendre si le contrôle a lieu a posteriori, hein, ça peut arriver dans certains cas, notamment sur les cofinancements, FEDER de la Commission européenne. On peut revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Donc si vous avez lancé, une commande de matériel, vous êtes en plein développement et qu'on vient vous reprendre 1 000 000 € de subvention, parce que finalement on précise que le critère, d'incitativité n'a pas été, respecté, et bien dans ce cas, ça peut être très préjudiciable pour votre entreprise à ce moment précis. Donc, surtout, il vaut mieux éviter ce genre d'écueil et bien garder à l'esprit que toute aide publique a un caractère incitatif et qu'il ne faut pas s'engager dans le projet ou engager des dépenses avant d'avoir, déposé, la demande d'aide et donc bien se référer au cahier des charges à chaque fois, puisque ça peut différer d'un dispositif à l'autre. Alors pour vous montrer à quel point, le progrès environnemental a un impact aujourd'hui dans l'ensemble des dispositifs, je vous ai fait un petit récapitulatif qui nous permettra aussi de reprendre un petit peu le cadre réglementaire européen. Donc, vous le voyez dans le cadre d'en bas, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. L'Union européenne fixe les règles, donc un cadre réglementaire très précis. Principe de base, toute aide publique est interdite parce qu'il crée des distorsions dans le jeu de la concurrence. Or, le jeu de la concurrence est ce qui garantit aussi la paix et la stabilité normalement en Europe et c'est à cette fin que l'Europe a été créée. Donc l'idée, c'est de pouvoir, malgré tout, créer des régimes dérogatoires et il y en a un certain nombre pour pouvoir dispenser le soutien public. Donc, en premier lieu, vous allez avoir, un régime, alors qui est une voie de garage, hein, mais dont je vous parle quand même, qui est le régime des minimis. Le régime des minimis, vous allez le retrouver dans la plupart des dispositifs. C'est quasiment celui qui est toujours retenu. Donc, dans les cahiers des charges, vous avez référence au régime dérogatoire numéro tant, autrement dit régime des minimis. Vous pouvez, aller, solliciter jusqu'à 50 % d'accompagnement, mais on est très vite limité puisqu'on a, une limite, un plafond à 200 000 € sur 3 exercices glissants. Donc celui-ci, pour nous, en tant que société de conseil en financement public, c'est plutôt la voie de garage, puisqu'il bloque en fait, 200 000 € sur un montant sur une durée de 3 ans. Vous avez, 2 façons d'aborder les régimes d'aide. Soit le progrès environnemental est effectivement, le 1er, sujet du projet, de votre projet, et à ce moment-là, on va avoir différents régimes applicables. Soit le progrès environnemental ne va être que, j'allais dire un dommage collatéral, mais c'est presque ça, un 2e point, de votre projet, une caractéristique secondaire en effet. Dans ces cas-là, vous avez d'autres régimes qui sont applicables, que l'on peut utiliser.
Donc, dans le premier des cas, vous avez en effet 2 façons, d'aborder, le programme environnemental comme objectif premier. Vous avez le régime de la protection de l'environnement, où là, on va raisonner sur une notion de surcoût environnemental. Donc, surcoût environnemental, je vous laisse mettre, ces mots dans un coin de votre tête, on y reviendra un petit peu plus loin. Et ce surcoût environnemental, c'est celui que nous allons accompagner, à hauteur de 30 ou 50 du surcoût environnemental entre un scénario classique et le scénario mieux-disant que vous souhaitez réaliser. Et là, nous n'aurons pas, de plafond du tout, donc on peut aller sur des montants relativement importants. Vous avez également la recherche et développement. Donc sur des entreprises comme les vôtres, c'est rare d'avoir, de la recherche et développement, de la recherche fondamentale. On peut obtenir des taux plutôt dans la pratique à hauteur de 50 parce qu'on va être, plutôt dans de la recherche, dans l'innovation, dans de la recherche et donc on va être plutôt sur des montants de 50 plutôt qu'à hauteur de 100 Mais on peut aller jusqu'à ce montant-là sur des PME ultra innovantes, donc notamment des startups. Hem, le régime reprise durable, alors il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. C'est un régime éphémère qui ne fait pas partie des 40 régimes dérogatoires classiques, sur lesquels on intervient. Vous aviez, un régime précédent qui s'appelait le régime Covid-19 qui était, aussi, assez large, sur les taux d'accompagnement. Donc le régime reprise durable, permet, enfin un plafond relativement élevé, hein, pour un groupe, ça va être jusqu'à 7 milliards d'euros, donc des montants, énormes. Ce qui va vous concerner plus comme régime, sur le deuxième point, ça va être le régime des PME. Alors qui est sans doute, d'après le taux que vous m'annonciez Yann, sur, les investissements que vous avez réalisés sur fonds FEDER, on a 10 à 20 selon la taille de l'entreprise, qui sont, subventionnés. Donc ce régime PME, est assez facilement, accessible. Il y a un critère de taille à respecter, et ensuite il faut être dans l'une des thématiques précédentes. Vous avez le régime d'aide à finalité régionale, qui permet d'avoir une bonification des taux d'accompagnement quand on est une PME installée dans des zones, qui méritent d'être, davantage soutenues du point de vue économique puisqu'elles sont en dessous de la ligne médiane, du niveau économique en Europe. Donc vous avez des zones AFR qui sont répertoriées par commune et la cartographie a évolué en janvier 2022. Donc en général, il faut aller sur le site de l'Observatoire des territoires pour vérifier si votre, commune d'implantation est en zone AFR ou non, auquel cas vous pouvez bénéficier d'une bonification du taux d'accompagnement en fonction de la taille de votre entreprise. Et puis un autre régime et qui a priori ne vous concerne pas sur la transformation des produits agricoles, où là on a quelque chose d'assez spécifique également. On va en venir aux règles à respecter, hein, donc ce sont des règles qui sont communes à l'ensemble, des financeurs, des opérateurs et donc à l'ensemble des déposants, à quelque échelle que ce soit. La plus importante à respecter, bah, c'est celle dont nous parlions tout à l'heure, hein, c'est la deuxième que vous voyez ici, c'est-à-dire faire sa demande dans les temps. Donc préalablement, à l'engagement dans le projet, effectivement, faire sa demande de soutien. Ça peut aussi prendre la forme pour les régions d'une saisine auprès de la région. Donc en fait, on va informer la région qu'on a un projet et qu'on sollicite à ce titre tel ou tel dispositif. Donc une demande qui se fait en général par mail et à partir de là, le fait que la région vous réponde, vous permet le jour suivant d'engager, les dépenses, donc de pouvoir commencer à vous positionner sur des devis, sur, des bons de commande. Pardon. Alors, le critère, à vérifier également, c'est pouvoir, valider qu'on est bien éligible par rapport, au dispositif. Donc, je vous invite bien évidemment à lire les cahiers des charges. Les cahiers des charges font parfois plusieurs dizaines de pages, mais les critères d'éligibilité sont bien rappelés. On a des critères qui sont communs à tous les dispositifs, qui sont donc, le secteur d'activité, les activités de distribution, de négoce pur, sans qu'il y ait fabrication ou transformation, en général ne sont pas accompagnés. Je vous dis en général, on a vu, récemment sur certains dispositifs assez spécifiques, d'installation, de panneaux photovoltaïques par exemple, alors que les panneaux photovoltaïques sont une énergie très mature et très enfin,
qui n'étaient plus accompagnés depuis quelque temps, eh bien, on voit ressurgir certains dispositifs qui peuvent malgré tout concerner ces sociétés, mais c'est vraiment à la marge. Donc, sur les secteurs d'activité, on va surtout avoir du secteur industriel, principalement. Et puis sur les tailles d'entreprise, donc ça va être important pour valider que vous êtes bien dans un régime PME. Si votre PME est détenue à plus de 25% par un groupe, il faudra que l'on regarde ce point un peu plus en détail parce que vous êtes peut-être une ETI au sens européen du terme. On est obligé de prendre en compte, selon le taux de détention d'un groupe, certaines données du groupe pour vérifier si vous êtes une ETI ou une PME au regard du cadre réglementaire européen. La situation financière de l'entreprise est également très regardée puisque, il faut avoir un niveau de fonds propres suffisant, sachant qu'1 € de fonds propres va conditionner 1 € d'aide publique. Dans les fonds propres, on intègre le capital, mais également les réserves, sans compter évidemment les apports en compte courant, que vous avez pu réaliser. En général, il faut que le compte courant soit maintenu sur la durée du projet que vous avez à présenter. Si vous renforcez vos fonds propres, à l'occasion d'un projet, il faut que vous ayez ce point à l'esprit. Et puis évidemment, il faut que le projet, réponde aux attendus du financeur public. Si on parle de décarbonation, en général, il faut pouvoir la mesurer. Donc, dans votre projet, il faudra pouvoir mesurer à quel point, le projet permet d'économiser des tonnes de CO2, par sa mise en œuvre. Si vous indiquez que dans votre projet, vous créez un nouveau site et que vous allez recruter 10, 15, 20 personnes, il faudra que dans les faits, vous réalisiez ces recrutements pour ne pas vous mettre en défaut par rapport à la convention de financement public que vous aurez signée avec le financeur ou l'opérateur. Donc, il faut vraiment vérifier que le projet est en adéquation avec ce qu'attend le financeur public et les attendus figurent dans les cahiers des charges ou dans les retours d'expérience des précédents dispositifs du même type, où vous aurez une indication avec les lauréats. Et puis, vous avez également en général dans chaque cahier des charges des dispositifs, ou en tout cas dans la documentation des régions, eh bien une adresse mail à laquelle vous renseignez pour vérifier si votre projet est bien dans le scope du financeur public. Optimiser son budget, donc choisir le bon horizon temporel pour vos dépenses. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré récemment une entreprise qui avait déjà déposé un dispositif en région, donc justement sur fonds FEDER, en l'occurrence, mais qui n'avait pris en compte les projets que de... Donc, l'aide était en cours, mais pour les projets de l'année en cours, en fait, tout simplement. Les projets, donc là, on est en année 2023, elle a présenté les projets relatifs à l'année 2023, sauf qu'elle avait d'autres investissements matériels qui suivaient sur 2024 et 2025. Or, la région, dans son plan, dans son dispositif, eh bien, proposait un investissement sur les 3 ans à venir. Donc, en ayant parcouru le cahier des charges du dispositif, ça n'était pas arrivé aux yeux du dirigeant et il avait postulé pour le matériel, donc ce qui le bloquait sur, en fait, il avait un manque à gagner sur 40% de subvention à laquelle il n'a pas pu prétendre, puisqu'il avait déposé un dossier seulement pour une partie de ses dépenses et pas sur les 3 ans à venir. Donc bien vérifier ces points-là, puisque vous risquez de vous couper d'une partie de l'aide auquel vous pourriez pourtant prétendre. Et puis enfin, sécuriser sa demande d'aide, ça c'est extrêmement important aussi. Là, je fais référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Veillez à respecter les engagements vis-à-vis du financeur public pour pouvoir eh bien, présenter, ça consiste à présenter les justificatifs que vous aurez collectés tout au long du projet pour pouvoir justement vérifier que la convention de financement public est bien respectée dans les termes qui ont été conclus. Et surtout, s'il y a des choses qui arrivent en cours de projet, vous avez une demande de dérogation à faire auprès du financeur public parce que retard dû à la crise sanitaire, typiquement, il faut constamment être dans l'échange avec le financeur public et indiquer de manière tout à fait transparente ce qui peut retarder la mise en œuvre d'un projet. Nous avons une question de Sérimage. Oui. Oui. Ma question, c'était, j'avais déjà entendu, moi, des entreprises qui n'avaient pas forcément respecté leurs engagements d'embauche dans leur demande de dossier de subvention. Et on m'a dit que il fallait, quand c'était comme ça, il fallait rembourser les aides. Oui,
Tout à fait. C'est-à-dire que dans la convention, si vous êtes, partis sur une estimation de 15 recrutements, mais que vous n'en faites que 5, en Mmh. effet, le financeur public peut dire: «Bah, voilà, le contrat n'est pas respecté, la convention de financement public n'est pas respectée, donc je vous reprends, l'aide au prorata, par exemple, des recrutements réellement réalisés». Pourquoi Ouais. pas? Du Tout à coup, fait. ça engage à faire des choses quand même réalistes et bon, pas trop non Absolument. plus, ouais, faire des plans Très sur la bonne comète. remarque. Ouais. Absolument. Si vous surestimez le niveau de l'aide, ça risque de vous revenir, en boomerang, à un moment ou à un autre. Mmh. D'autant plus que les dispositifs sont de plus en plus sélectifs. Bah oui. Donc grosso modo, ce qui pouvait passer, à l'époque du plan de relance, désormais sera vraiment, vérifié, contrôlé, décortiqué. Donc surtout, ne pas jouer avec Mmh. ce genre de situation. Voilà, Ouais. ne pas surestimer le montant de l'enveloppe, ça risque de vous être préjudiciable à un moment inopportun par la suite. Tout à Ouais. fait. Non, c'est Très bonne important. remarque. Et je voulais juste moi donner un feedback, là, puisque comme je vous ai dit, on a fait 2 TP Up. Et alors je ne sais pas si c'est le fait du hasard ou pas, mais dans les 2 cas, j'ai eu un contrôle URSSAF derrière, hein, enfin, avant qu'ils me versent l'argent, hein. Donc, je pense que ça veut, c'est pas grave, hein, mais ça veut dire que voilà, faut que les entreprises elles soient carrées, quoi, hein, Il faut parce y que être préparé absolument. Autre bonne remarque, il faut que l'entreprise soit suffisamment structurée pour pouvoir non seulement réaliser le dépôt, mais également échanger avec le financeur public, collecter les justificatifs et pouvoir répondre, également en cas de contrôle, avec les bons justificatifs. Donc nous, c'est notre métier de le faire, hein, on le fait depuis 20 ans, on est rompu à l'exercice. Mais pour une entreprise dont ça n'est pas le quotidien et qui démarre, effectivement, ça mobilise du temps, ça mobilise des compétences et en général, ça mobilise aussi une personne qui soit, multifonction, au sein de l'entreprise. Donc bien souvent, c'est le dirigeant ou le directeur financier, le comptable qui s'y colle. Effectivement, donc ça peut, vous couper un peu de votre activité pendant un certain temps puisque, vous êtes mobilisé sur le dépôt. enfin, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que toutes ces aides, ce qui est normal, hein, moi ça me pose aucun problème. Je pense que quels que soient les organismes, ils font derrière quelques contrôles sur les entreprises auxquelles ils donnent les aides. Et donc, bon, ça passe par l'URSSAF, mais c'est peut-être aussi les contrôles fiscaux ou autres, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Alors en cas de contrôle, pour les contrôles fiscaux, on parle plus du crédit impôt recherche souvent. C'est vrai qu'il y a des contrôles, de la DGFiP qui sont opérés ou en tout cas des demandes de complément d'information. Donc c'est une partie à ne pas négliger parce que la partie contrôle a posteriori, que ce soit, le «contrôle indirect» entre guillemets, de l'URSSAF, a posteriori, il faut de toute façon, pouvoir présenter, passer du temps et présenter les justificatifs aussi. Donc aussi bien au cours de la vie du projet, qu'en phase amont lorsque vous déposez le projet et après la fin du projet, il peut y avoir effectivement un certain nombre de contrôles, dont pourquoi pas des contrôles de l'URSSAF. Alors on n'a jamais fait de lien direct, mais j'ai un certain nombre d'entreprises qui nous remontent en effet que lorsque, notamment il y a des recrutements d'indiqués, dans les appels, enfin dans les conventions de financement public, il peut y avoir effectivement, des contrôles, URSSAF, mais sans qu'on ait fait, de lien direct en tout cas. Alors, je voulais vous proposer pour terminer, s'il nous reste encore quelques minutes, je ne sais pas si vous pourrez tous, rester quelques minutes supplémentaires. De notre côté, Donc il y a pas de souci pour il n'y a pas de déborder un souci pour peu, ça? hein. Si vous avez besoin de 10-15 minutes, c'est pas un souci. Entendu. Je pensais que c'était intéressant de vous présenter des cas concrets. Alors j'ai essayé de vous présenter des cas, que l'on a alors on a, une «bibliothèque» entre guillemets d'une petite centaine de cas dans tous les secteurs d'activité de différentes tailles d'entreprise. Donc là, j'en ai sélectionné certains qui me semblaient assez pertinents, pour mettre en avant, bah, ce qu'il était possible d'aller chercher, en tout cas en travaillant bien, la stratégie de financement public que vous avez sur, une feuille de route de 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme je le disais, sans vous limiter à un seul investissement, une seule dépense, mais en visant, un peu plus à accompagner la vision, stratégique que vous avez pour votre entreprise. Donc vous avez alors toutes les données que je vais vous présenter sont des données publiques, hein. Bien évidemment, elles sont diffusées, dans l'ensemble des régions, en l'occurrence en région, Pays de la Loire. Donc Crystal Pack, c'est une entreprise qui travaille sur, les emballages, et les emballages, en fait, ils réalisent des coffrets de parfums, de luxe.
notamment donc, pour l'industrie cosmétique, les parfums. C'est une entreprise qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une vingtaine de salariés et en fait, les dirigeants, au hasard d'un webinaire donc tel que celui-ci, proposé par un fonds d'investissement, se dit bah, pourquoi pas engager un rendez-vous. On a des investissements matériels à réaliser. La crise sanitaire a amputé notre chiffre d'affaires de 30%. Nos clients nous réclament des procédés qui soient plus en accord avec bien la transition environnementale. Donc, on va travailler sur le carton, mais on a besoin d'équiper notre ligne de production en conséquence. Donc, l'investissement en machines est significatif, 3 machines de production et les travaux d'aménagement des locaux qui vont avec, donc plus de 2 millions d'euros de projet. En l'occurrence, on rencontre cette entreprise fin 2020. On se rend compte très vite qu'il y a un dispositif disponible immédiatement Industrie du futur, dispensé par l'Agence des services de paiement, qui est disponible, mais sur lequel il nous reste une petite semaine pour candidater. Donc, ce qu'on a fait, on a candidaté en urgence pour permettre de prendre en charge une partie des dépenses sur l'une des machines. Une deuxième machine a été prise en charge puisqu'elles étaient commandées de façon séquentielle par un dispositif territoire d'industrie, donc dans le cadre du programme France Relance. Et puis, comme on savait que le dispositif Industrie du futur allait reparaître en 2021, eh bien, on a réussi à recycler, entre guillemets, les dépenses éligibles d'une troisième machine, qui est une machine d'impression 3D qui n'était pas retenue dans le dispositif territoire d'industrie. Et de cette manière, on a pu, en articulant au mieux, je dirais, l'ensemble des dispositifs autour du projet, eh bien, recueillir un peu plus de 700 000 euros d'aide, soit un peu plus d'un tiers du budget, ce qui est quand même significatif. Et c'est vrai que l'entreprise, ça lui a donné un sérieux coup de pouce, étant donné ce qui s'était passé, l'impact de la crise sanitaire. Et puis, ça lui a permis de rebondir pour être en accord avec ses clients et avec les emballages que souhaitaient ses clients depuis un certain nombre d'années. Vous avez ici le cas d'Ecomatic, donc une PME également Centre-Val de Loire, également un projet de modernisation des outils de production, mais aussi de transformation numérique et de réalisation d'opérations spécifiques de recherche et développement sur ce projet. Donc, 1,4 million d'investissement, un peu plus de 800 000 euros de recherche et développement. Là, en l'occurrence, on a des recrutements qui étaient prévus, donc un dispositif Cap Emploi, du crédit impôt recherche et en amont, donc une subvention en amont sur le soutien aux investissements, puisque l'idée c'était de se développer vers la filière aéronautique. Donc Bpifrance a financé 1,2 million. Donc, ce qui vous montre aussi qu'on est capable d'allier les deux phases de l'innovation, c'est-à-dire en phase amont, aller chercher une subvention significative, là en l'occurrence, mais parce qu'on avait un appel à projet qui tombait bien, très opportun, et puis du crédit impôt recherche a posteriori. Donc, on peut tout à fait avoir un projet innovant qui soit soutenu en amont et qui fasse l'objet de crédit impôt recherche en aval. Les deux sont tout à fait compatibles au regard des règles de cumul de l'Europe, de toute façon, puisque c'est ça qui nous guide, c'est toujours le cadre réglementaire. Nous avons le cas d'une autre entreprise en BIPAC. Donc, de la même manière, on a ici un focus plus sur le réemploi et le recyclage que sur la recherche et développement et l'innovation. Mais on fait également face à une diversification d'activités. C'est une PME qui est multisite. Donc là, autant vous dire qu'il faut connaître les règles du jeu dans chaque région. Donc, c'est un travail assez exhaustif pour une PME même bien organisée. Et l'idée, ça a été de pouvoir justement déposer dans les différentes régions qui étaient concernées par le projet, de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ces projets, éviter que les sites tirent la couverture à eux à chaque fois. Et donc, en prenant de la hauteur, on a réussi à mobiliser presque 40% du budget, ce qui est significatif sur cette entreprise. Et puis enfin, donc là, on a plus des travaux liés à l'ERP, je dirais, donc sur l'amélioration de l'intelligence artificielle. Une solution qui puisse permettre à cette entreprise d'avoir un atout concurrentiel majeur. Donc, sur cette thématique, les aides à l'innovation, je disais, c'est une des thématiques les plus porteuses. Et donc là, en l'occurrence, on a eu plus de 60% du budget accompagné
par 3 dispositifs différents. Un fonds de revitalisation, c'est lorsqu'une entreprise ferme dans un secteur et en fait, elle abonde à un fonds de revitalisation pour pouvoir redynamiser localement, notamment l'emploi. Et donc là, vous aviez également une subvention sur la partie recherche et développement innovation et une aide à l'innovation. Et on peut supposer qu'il y a également des dépenses crédit impôt recherche à recycler a posteriori. Donc voilà pour les exemples que je voulais vous présenter ce matin pour vous donner un ordre d'idée. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Je pense que vous avez un peu saisi de quoi il retourne. On a un cadre réglementaire très précis, des cahiers des charges, des attendus des financeurs publics qu'il faut connaître selon la région où vous êtes installé. La chambre de commerce et d'industrie peut être un bon appui effectivement pour vous guider dans les dispositifs que vous pouvez aller solliciter à un instant T. L'idée d'une société comme la nôtre, c'est plus d'entretenir une veille réglementaire et d'être présent à vos côtés, de vous transmettre les dispositifs qui peuvent vous intéresser au moment opportun et selon une feuille de route, effectivement, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il faut bien que vous ayez à l'esprit l'ensemble de ces règles. Et donc, je vous invite à reprendre peut-être la slide où vous avez les principales règles à respecter et puis à les regarder effectivement au sein de chacune de vos régions. Vous avez en général un site de la région et un focus sur le guide des aides que vous avez à disposition. Et en lien, vous avez en général les cahiers des charges et les interlocuteurs de la région qu'il faut contacter pour vérifier si votre projet est éligible, le cas échéant, au dispositif en cours. Quelles questions auriez-vous éventuellement à me soumettre? Sérimage à nouveau. Bah ouais, oui, bah moi je me posais la question de votre prestation, ça se rémunère comment en fait? Alors, en tant que société de conseil, on se rémunère essentiellement au succès. On a un forfait quand même pour faire démarrer la mission puisqu'on affecte un consultant tout de suite pour, élaborer justement votre stratégie de financement public. Puisque comme je vous le disais, notre métier, en tout cas, notre société de conseil, son rôle, ce n'est pas simplement d'accoler un dispositif par rapport à votre projet d'investissement. Donc moi, je réalise un diagnostic à un premier niveau pour vérifier quel est le potentiel et ensuite, si nous engageons une mission, nous le faisons, à travers une équipe de consultants qui vient faire un audit vraiment exhaustif et qui va élaborer avec vous une stratégie de financement public. Et donc, pour faire démarrer la mission, il y a un forfait en général de 6 000 € à l'origine. Et ensuite, c'est une rémunération au succès en fonction des aides à aller chercher. Si on se rend compte au cours du premier diagnostic que le potentiel existe, mais est relativement limité, l'idée pour nous, on travaille sur un modèle partenarial, donc c'est nos partenaires qui nous recommandent auprès des porteurs de projets ou des dirigeants. L'idée, c'est pas de scléroser, je dirais, l'aide, d'en prendre le maximum pour les récupérer en honoraires. C'est bien d'accompagner des projets, de valoriser notre expertise. Donc sur des projets de taille plus modeste sur lesquels on serait vraiment, il serait contre-productif de nous faire intervenir. On va vous mettre en relation avec les opérateurs en région, vous donner les coordonnées éventuellement si on les connaît, et puis vous orienter vers des dispositifs qui nous semblent pertinents. Et puis on vous laissera faire vos recherches, mais on vous orientera vers les bons interlocuteurs en tout cas, parce que l'idée pour nous, c'est pas voilà, d'accompagner des projets sur lesquels nos honoraires vont prélever une grande partie, évidemment. Donc voilà pour notre intervention. Et en fait, les honoraires au succès vont être différents selon que vous alliez chercher plutôt de la subvention ou de l'avance remboursable. Les prêts bonifiés peuvent avoir leur intérêt, ils sont plus faciles à aller chercher. Souvent, dans un certain nombre de régions à aujourd'hui, toutes les aides de type que vous évoquiez, TPE, PME, par exemple en Centre-Val de Loire, ces aides, à part si on est sur des sujets de transformation numérique ou de recherche et développement d'innovation disruptif ou de transition environnementale, eh bien, les investissements matériels productifs, même dans un cadre structurant, seront plutôt accompagnés avec de l'avance remboursable que de la subvention. La subvention, ce sera vraiment pour des projets stratégiques significatifs. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Que ce soit maintenant ou que ça vous vienne un petit peu plus tard, de toute façon, vous avez mes coordonnées dans les slides, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, d'une manière ou d'une autre.
Pas d'autres Ok, questions? il n'y a pas d'autres questions. Non. Ah, Yann. Oui, et je reviens au sujet en préambule qu'on a abordé. Parce que moi, j'ai un cas concret avec l'acquisition d'une machine d'environ 17 000 euros. Si j'ai bien suivi, il faudrait le précédent investissement que nous avions fait, nous avions une aide parce que nous avions un travailleur handicapé, une aide des AGFIP. Oui. Cette fois-ci, nous n'avons pas de travailleurs handicapés. Par contre, c'est pour améliorer la santé et puis les traumas musculo-squelettiques. Voilà. Et si j'ai bien lu, il faudrait que je m'adresse à la CARSAT cette fois-ci. La CARSAT pourrait faire un bon interlocuteur, en effet. Ouais. Tout à fait. Et la médecine du travail. La médecine du travail peut également vous donner les organismes, je pense, qui accompagnent ce type d'investissement. Je pense que c'est un bon interlocuteur. En tout cas, ils doivent connaître les organismes qui aident les entreprises justement à évoluer sur ce plan. Après, la région peut être aussi le bon interlocuteur, hein, en l'occurrence, où vous êtes passé par la CCI éventuellement. Non, vous avez des interlocuteurs en région, c'est ça, Oui, avec le dernier investissement que vous aviez fait. La région Midi-Pyrénées est assez active, mais néanmoins, l'interlocuteur, c'est la CCI sur les Hautes-Pyrénées. D'accord. Il nous renvoie après au niveau de la région, mais ça c'est aussi là aussi le monde moderne, ça s'est dématérialisé et il y a une plateforme et beaucoup de choses se passent par plateforme interposée. On a de moins en moins d'interlocuteurs physiques. Ce sera souvent le cas, mais effectivement, vous pouvez, normalement, vous avez une adresse, au moins un contact par mail pour adresser vos questions. Après, les délais de retour, ça dépend des régions, mais effectivement, les CCI, les interlocuteurs en région font de bons relais d'information en tout cas. Ok. Merci bien. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, Corinne, je vais vous remercier pour toutes ces informations extrêmement claires, précieuses. J'espère que ça vous aura apporté des éléments indispensables pour vos réflexions à venir. Et n'hésitez pas à contacter donc Corinne en direct pour avancer. Elle pourra vous transmettre les coordonnées peut-être des correspondants ABF dans vos régions, qui seront vos interlocuteurs, ou directement les bons organismes si vos projets sont trop petits pour pouvoir bénéficier d'une aide ABF, compte tenu effectivement du poids des financements de leurs prestations. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, et je pense qu'on continuera périodiquement à refaire ce genre d'intervention, parce que d'abord, les processus évoluent au minimum tous les ans. Et puis, je pense qu'une entreprise qui n'a pas de projet aujourd'hui ne sera peut-être pas venue. Si elle en a dans un an, sera peut-être plus à l'écoute de ce genre d'informations. Donc, on refera ça, je pense, tous les ans. Oui, je pense qu'une fois par an, c'est bien, sachant que les dispositifs évoluent très rapidement au gré de l'actualité, hein. On l'a vu récemment, les entreprises du médicament, 50 millions d'euros sur la table, une annonce en Ardèche par le président cette semaine. Donc voilà, les choses évoluent très rapidement, les dispositifs vont sortir derrière. Ce sont des indicateurs qu'il faut suivre. Et donc, nous, on a 130 collaborateurs pour les suivre. Si vous êtes seul à la tête de votre entreprise et que vous avez déjà votre activité, votre cœur de métier à gérer, ça peut être difficile pour vous de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité des aides publiques, même si vous concentrez uniquement sur votre région. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie tous, en tout cas, pour votre participation. J'espère que vous aurez un éclairage qui se concrétisera par de beaux projets par la suite, en tout cas, et qui soient accompagnés de toute façon par le soutien public. Ok, merci. Et au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.